Lundi 1er novembre, bienvenue dans ce journal de Toussaint 2021. Il est 19 h sur la première, voici les titres de l'information en Polynésie. Une canalisation qui laisse passer des eaux, une partie de la plage est interdite, cela se passe à Punaouia. Les réparations ont commencé mais l'interdiction demeure pour cause de protection sanitaire. Toutefois, des baigneurs non informés ou un brin têtu, ça donne tout de même aux joies des vagues. Le souvenir est toujours aussi vivant en Polynésie pour ce 1er novembre, toujours autant de familles dans les cimetières, des paroles, des fleurs, des pleurs également. Plus que jamais, cette permanence du jour de la Toussaint nous parle d'une civilisation qui a choisi la vie à l'oubli. Nous vous écoutons dans ce journal. À la queue leu le matin pour venir à Papeete, au-delà des nerfs en pelote et des klaxons parfois vengeurs, c'est un bilan carbone inquiétant. Les bouchons, une plaie pour les humains et la préservation de la nature. À l'heure de la COP26, c'est un débat qu'il faut avoir. Une famille de paparas nous contera ses espoirs, mais aussi sa galère d'aller en auto. Un œil avisé, un regard critique et un engagement sans faille. Miniki Sage, le président de la FAPE, et notre invité, la COP26, l'angoisse du Pacifique. Tous ces thèmes qui parlent de la Terre, comme la maison qui brûle, seront le cœur de notre entretien. A tout à l'heure. Merci, Président. 2 ans sans Hawaï qui nuit et une fin d'octobre plutôt plan-plan aux îles sous le vent. Normal, à l'époque de la compétition, c'était plus de 3000 personnes en goguette dans les îles de l'archipel. Et à faire les comptes pour l'économie locale, cela fait mal. Le manque à gagner est important. Reportage tout à l'heure sur place. Vous en avez la mémoire, une partie de la plage de Punaouia est interdite à la baignade en cause un défaut provisoire sur la canalisation qui passe sous le viaduc de la Punahou. Les services ont rapidement réagi pour solutionner les problèmes, mais cela demande du temps, alors l'interdiction demeure. Son périmètre va du restaurant Le Raid jusqu'à la pointe des pêcheurs. Toutefois, bien des baigneurs sont allés du côté des vagues. Reportage tout de suite. Une plage de sable noir et une température idéale. Pourtant, en cette belle journée, beaucoup se sont abstenus de venir piquer une tête. La raison, la voici. Une canalisation endommagée qui laisserait échapper son contenu dans la mer. Nous sommes allés rencontrer les baigneurs à la limite de la zone supposée infectée. Plus téméraires, ils nous avouent ne pas être trop surpris. D'habitude, c'est toujours sale chez nous, quoi. C'est pas depuis maintenant que l'eau est sale. Peut-être qu'il y a une fuite aujourd'hui, mais... On sait tous très bien que la Punaru, c'est la rivière la plus sale de Tahiti. En effet, interrogés à propos de cet espace maritime, les langues se délient. Beaucoup d'habitants confient leurs inquiétudes. Nous, tous les week-ends, on va en montagne à Punaru et arrivé dans la zone industrielle, on voit plein de choses que personne ne voit, comme les entreprises qui enfuient les déchets et les recours avec de la terre. Hein. Face à cela, certains habitants se mobilisent. Ils ont grandi sur ces plages et veulent à tout prix préserver ce petit bout de paradis. C'est vrai que c'est un peu dur de dissuader les gens d'aller se baigner. Est-ce que vous avez fait appel? Je pense pas qu'on ait fait appel encore, mais je pense que ça va pas tarder. Parce que je veux vraiment qu'on habite et qu'on se baigne dans des eaux propres. L'arrêté interdisant la baignade est appliqué depuis mercredi dernier. Il restera en vigueur jusqu'à la fin des travaux dirigés par la Polynésienne des eaux. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on est carrément sous le pont et il faut installer un échafaudage suspendu pour pouvoir aller travailler en dessous. Donc ça prend un peu de temps. Pour l'instant, je n'ai pas de retour sur l'estimation. J'espère que ça ne va pas durer, ça ne va pas aller au-delà de la semaine. L'idée étant d'aller le plus rapidement possible pour rétablir bien sûr la situation à la normale. La baignade reste donc interdite dans cette zone jusqu'à nouvel ordre. Le maire privilégie la pédagogie, mais il rappelle aussi que si nécessaire, des sanctions pourront être appliquées. Reportage à Itayata avec Marcel Bonneau pour les images. La Toussaint et Donne-moi la main, les aînés et les plus jeunes réunis pour une journée de souvenirs. Là pour un papy parti depuis si longtemps, visage du passé toujours vivant. Ici pour un proche dont les rires résonnent encore d'un passé immédiat qui a filé rapidement, soudainement. Et les voix d'amour mêlées se réunissent autour des tombes, de l'émotion et surtout, véritablement, une manière de communier avec les ancêtres. Melissa Chong, Patrick Singh pour ce reportage à Maïna. Des fleurs, des chants ainsi que des prières accompagnent cette journée de la Toussaint. Au cimetière de Mahina, Antoinette et Tatiana ont apporté du sable pour embellir les tombes de leurs aïeux. Nos grands-parents paternels. Ensuite, ici, nous avons notre papa, toujours de la famille. Ici, le frère de mon papa et le reste de la famille Taïaroui. Prendre soin des défunts est une affaire de famille, même si tous n'habitent pas à Tahiti. Ce matin, on est allé à la messe. Après la messe, nous avons été chez le sable.
et remplir, embellir un peu les tombes. Et puis après, on est allé chercher la couronne qui vient de Huahine. Dans mes soeurs, j'ai des sœurs qui sont là-bas avec ma mère et tout. Et puis voilà, la couronne est là. Pour les deux sœurs, hors de question d'utiliser des fleurs artificielles. Les anthoriums et les feuillages sont délicatement cueillis dans le jardin, un hommage à leur grand-mère qui était une professionnelle de la confection de bouquets naturels. Oui, c'est pour amener au cimetière. Pour moi, c'est quelque chose parce qu'ils nous ont donné la terre et ils se sont occupés de nous aussi, des petits et tout. Et ils nous ont éduqués, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, je leur dois bien. Voilà. Si j'ai planté, c'est pour eux. Les coups de sécateur s'enchaînent et les fleurs s'entrelacent pour former un bouquet flamboyant. Après l'agitation de la Toussaint, les défunts retrouveront bien vite leur tranquillité. Il y avait beaucoup de monde hier au temple d'Anatonou à Raïbave. Il y avait le départ d'un diacre pour cause de retraite et surtout l'arrivée d'un élève pasteur originaire de Taha, Eyari Teraou, à 2 enfants. Il a été officiellement présenté à la communauté de fidèles. Il vivra son ministère au milieu d'eux durant 2 ans. Les images sont signées par notre correspondant sur place, Arthur Thierry. Près de 500 personnes hier soir au Phare Natura de l'île Sœur. L'écomusée a su s'adapter à l'ère du temps car les visiteurs étaient costumés, Halloween oblige. Pour cette nuit des revenants, la structure avant-gardiste et pédagogique a su mettre la lumière sur son offre. La majorité du public venait de Tahiti, profitant d'un week-end prolongé. On écoute le directeur Olivier Poté au micro de notre correspondante à Montréal. L'idée aujourd'hui c'était de fêter Halloween avec le maximum d'enfants de Montréal et vu le monde qu'il y a derrière moi, je pense que l'objectif est atteint. Alors au-delà de ça, l'idée c'était de présenter notamment les collections du Criob. Donc ici au Criob, on a des collections de poissons, on a des collections d'insectes qui sont pour une des premières fois depuis leur constitution exposées au public. L'idée c'était aussi de montrer finalement dans la nature toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas, toutes les choses qu'on ne voit pas, la nuit, le plancton, la façon dont les animaux vivent la nuit. Donc c'était finalement de se raccrocher à la thématique Halloween, mais en apportant de la connaissance scientifique, puisque c'est le rôle du Phare Natura. On apprend en s'amusant. Faire sauter les bouchons, un rêve pour bien des salariés vivant hors de l'agglomération de Papeete. Justement, la question des mobilités est sur l'agenda de la COP26. 200 nations réunies actuellement au chevet du climat, vous le savez. En Polynésie, difficile de se passer de la voiture, notamment en cause l'efficacité très relative des transports collectifs. La structuration aux heures de pointe, ce n'est pas une offrande à la nature. À Papara, il faut se lever tôt pour éviter le chaos routier. Reportage Cybèle Plichard avec Marcel Bonneau. Réveil difficile pour la petite Kevaï. À seulement 21 mois, elle doit se plier au rythme familial. On a l'impression que tout le monde... Là, il est presque 3h30. 3h40, 4h15, il faut que tu aies quitté au moins ici. Aouna, son mari Johan et leurs 3 enfants vivent dans la commune de Papara, à 39 km de la capitale. Tous les matins, ça m'inquiète, avec les accidents qu'il y a. Et la grande circulation, ça demande du temps pour arriver sur la ville. C'est pour ça qu'ils quittent tôt, pour éviter la grande circulation en fait. Tous les matins, c'est le même rituel. Ça, c'est la route. Pas de petit déjeuner en famille, il faut se préparer et se dire au revoir rapidement. 5 petites minutes peuvent faire toute la différence. Au lieu de mettre 30-45 minutes par exemple pour arriver sur Punaouia seulement, tu peux arriver 3 heures après. Aouna maintient donc une vitesse constante, sans pour autant renoncer aux règles élémentaires de civisme. Car à 4 heures du matin, le code de la route semble avoir disparu des mémoires. Ah mais ça, on en voit tous les matins. C'est comme ça tous les jours, donc en plus de se lever tôt, il faut limite que tu anticipes le comportement des automobilistes comme ça. Des travaux qui ne se terminent pas en temps et en heure, des ronds-points mal pensés ou la pluie qui s'invite. Le moindre changement prend une ampleur redoutée par ces habitués de la route. Ça fait presque 3 ans que je fais cette navette. J'ai testé le bus, le covoiturage. Ce qui serait pas mal, c'est que certaines activités
On pourrait peut-être envisager de les délocaliser sur Travo. Car le projet de route du Sud, avec ses expropriations, a été abandonné. Après les manifestations, la politique s'en est mêlée. Aujourd'hui, le ministre des Transports est passé à une autre étape, une nouvelle étude pour relier Punaouia à Travo, cette fois en passant par les hauteurs. Le choix qui pourrait nous donner des perspectives, c'est d'imaginer en montagne, d'organiser une solution qui pourrait nous donner un développement aussi vers les terrains qui sont actuellement inaccessibles. Oui, ça y est, on est bien arrivés. 4h15, Aouna et sa fille vont devoir encore patienter 1h30 jusqu'à l'ouverture de la garderie. Ça a un réel impact sur la qualité familiale, surtout. Après, moi, tous les matins, je sais pourquoi je me lève. Je mets mes enfants en avant. Aouna atteint enfin son lieu de travail à Papeete. Un café avec les collègues et c'est reparti. Même si pour cette mère de famille, la journée a réellement débuté il y a déjà 4 heures. Et nous allons ouvrir le débat avec notre invité Vinicki Stage, le président de la FAPE. Alors, on va directement aller en Écosse avec la COP26 et cette déclaration choc hier soir du Premier ministre anglais. Il dit tout simplement, il est minuit, moins 1 minute avant l'apocalypse. Vous partagez ce constat en tant que militant pour la cause de l'environnement? Alors, d'abord, merci pour cette rencontre de ce soir. Alors, lors de la COP21 à Paris, on s'était déplacé. Et déjà à l'époque, les scientifiques annonçaient qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Les derniers rapports du GIEC, les derniers rapports qui sont sortis cette année annoncent qu'on est sur une trajectoire de 2,7 degrés. Et donc, effectivement, il y a tout lieu de s'inquiéter. Les grands pays se sont réunis lors du G20 et on a par contre apprécié le fait que les États-Unis reviennent sur la table et que Joe Biden ait annoncé des choses. Mais est-ce qu'on peut croire aux politiques ou est-ce que c'est uniquement du marketing politique pour calmer une opinion publique qui est de plus en plus, informée sur le choc climatique qui nous attend? Alors ça fait des années qu'effectivement les écologistes se battent. Ça fait des années, effectivement, qu'on a été confronté à des présidents qui étaient climato-sceptiques, etc. Mais de toute façon, on le voit dans le Covid, on le voit dans plein d'événements. Les cyclones sont de plus en plus forts et c'était des signes annonciatrices. On sait qu'en Polynésie, ça va être la même chose. Donc, d'une manière immanquablement, tout le monde va s'y résigner. Comment on fait pour, tirer l'oreille aux mauvais élèves, l'Inde, la Chine, tout ça? On a l'impression qu'ils ont passé toutes ces questions par-dessus bord. En tous les cas, ils ne coopèrent pas de manière flagrante. Alors, on espère que le fait que les États-Unis aient annoncé des choses intéressantes, que la Chine, l'Inde, la Russie également vont en suivre derrière. On compte sur les autres pays qui font des efforts. La France fait d'énormes efforts dans ce domaine. Nous, les ONG, c'est difficile, on essaie de faire du lobbying, d'être présent sur les conférences, de faire des déclarations, de construire également des projets, parce que c'est ça aussi qu'il faut. On a peut-être aussi un peu toujours tendance à attendre tout des gouvernements, mais c'est aussi les entreprises, c'est aussi les communes. On a quand même l'impression que la voix du Pacifique peut compter, parce que la communauté du Pacifique s'est organisée. L'urgence est très très forte et vous le constatez tous les jours ici sur le territoire polynésien. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé à la COP21. C'est grâce aux pays du Pacifique que les fameux 1,5 degré ont pu être maintenus, puisque les petits pays indépendants ont leur voix au même titre qu'un grand pays. Et effectivement, cette année, on compte beaucoup sur les petits pays du Pacifique pour maintenir, parce qu'on va cet axe-là, puisqu'on va être les premiers pays qui sont confrontés à Revenons sur le reportage qu'on a vu des gens de Papara, le déplacement, les bouchons, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ici, il y a un plan climat qui fonctionne? Ou est-ce que vous êtes un petit peu sur votre faim? Alors, d'abord, sur la circulation, effectivement, ça fait des années qu'on en parle. Covoiturage, transport public? On pense que le covoiturage peut être une solution à condition de faire des grands parkings dans les communes pour que les personnes puissent laisser leur voiture et ensuite prendre soit un bus, soit monter dans une navette qui pourrait être subventionnée par la société dans laquelle ils travaillent ou avec des collègues. On pense que le covoiturage peut fonctionner à ces conditions-là. Ensuite, on a imaginé également des navettes maritimes. Pourquoi pas? Ça peut être
être l'idée. Pour revenir maintenant au plan climat-énergie, effectivement, il y a des choses qui ont été faites. On a vu aujourd'hui que le prix des voitures électriques a bien baissé, ça a incité les gens à y aller. On voit aujourd'hui beaucoup de personnes se déplacer avec des petits scooters électriques. Il faut encore amplifier la transition vers le solaire, vers ces choses-là. Il faut dès à présent également commencer à construire, comme faisaient nos Tupuna, nos anciens, des maisons sur pilotis. Il faut également reboiser certainement les berges, notamment dans les îles basses, ne plus faire des murets, mais on comptait relaisser la nature telle qu'elle était avant, parce qu'on constate, et c'est les scientifiques qui le disent, on constate que là où on n'a pas trop touché la nature, on voit qu'elle a réussi à s'adapter elle-même. Donc il faut encourager ces choses-là. Pensée globale, agir local donc. Alors justement, je pense que si on veut faire quelque chose, consommons local, parce que c'est justement comme ça qu'on peut faire quelque chose pour le changement climatique. Merci beaucoup Vini Kissage pour cet éclairage sur la situation environnementale ici au pays et au-delà, sur la planète. Bonne soirée à vous, à bientôt. À Cahors aux Marquises, il y avait beaucoup de monde pour le permis de conduire permettant le transport de marchandises et de passagers. Ils étaient exactement 22 candidats. Leur attente durait depuis le mois de mai. La session de ce moment-là avait été repoussée pour cause de Covid-19. Une attente récompensée notamment pour Emeline. Elle va pouvoir concrétiser son rêve, celui de désenclaver sa vallée pour les personnes qui n'ont pas de véhicule. Elle dit tout à notre correspondant Lionel Kaomoana. J'ai voulu passer l'examen BMT pour pouvoir être en règle, pour transporter des clients de Hakahao, Hoho et Hakahao. Et deuxièmement, personnellement, c'est pour venir chercher des clients sur Aranui pour faire découvrir Hohoi. Et maintenant, on ne peut plus transporter des clients, des touristes comme ça sans papier BMT. Du sport et des sensations à nouveau dans les jambes des cyclistes. Ça s'est passé hier à Punaouia. Du VTT sur un circuit de 2 km 700. La règle du jeu est simple, 2 heures de course. Et le gagnant est celui ou celle qui réalise le plus grand nombre de tours. Une compétition ludique et exigeante. Du sourire à venir avec 2 réactions, celle d'une cycliste et de l'organisateur. Ils répondent au micro de Patrick Tinsing. On a fait 5 catégories. On a fait une catégorie de minimes avec un de plus de 40 ans. Les minimes, c'est ceux qui ont 13 ans. Et les cadets, ceux qui ont 15 ans avec un de plus de 40 ans, ceux-là, ils vont faire 1h30 de course. Et ensuite, tous les autres, de 17 ans à 90 ans, mais ceux-là, ils vont faire 2 heures de course. Voilà. Et ensuite, il y a aussi les mixtes, les femmes-hommes, et après, il y a aussi les catégories femmes toutes seules. D'abord, on fait le VTT classique, et ensuite, on va faire des démonstrations de l'école de cyclisme, là, ici, pendant 2-3 tours. Là. Et ensuite, on aura les VAE, les vélos électriques, là, qui eux feront 1h30, également de relais. C'est dur, c'est la première fois que je le prends mon vélo. Enfin, le VTT en tout cas. Ouais, non, c'est dur, mais c'est bien. Et comment ça se passe sur le parcours Grosse difficulté ou... Pour moi, oui. Pour certains, non. Mais pour moi, oui. C'est quoi les difficultés? Il faut bien prendre les virages, les racines, il faut les appréhender bien avant. Et là, j'ai trouvé le moyen de tomber dans un virage à la montée. Du sourire. Les rames restent au garage et les pirogues à quai, 2 ans sans avoir Kinui. Le rendez-vous prisé des amateurs de bar manque. Aux sportifs bien sûr, mais pas seulement. Le public afflue en masse dans les îles sous le vent. Les retombées étaient importantes, vous le savez. Un chiffre, l'organisation c'était déjà 90 millions. Bref, plus de 3000 personnes fin octobre aux îles sous le vent. Cela se voit et aujourd'hui cela se ressent. Nicolas Suire, Hirote-Rotoua et notre correspondant à Taha, Iti Manaki pour ce dossier. D'habitude, Taha'a au jour de la Hawaii Kinui, cela ressemble à ça. Mais ce week-end, l'île Vanille était une ville morte. C'est la 2e année sans la prestigieuse course. Les commerçants ont le moral en berne. Et pour cause, en une journée, certains réalisaient jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires à l'année. Avec le fait qu'il n'y ait pas cet événement, on rate pas mal de clients. Et puis au niveau chiffre d'affaires, ça a baissé quand même, quoi. Plus encore pour les artisans, d'habitude installés devant le chapiteau de la municipalité. Ils réalisaient 60% de leur chiffre d'affaires grâce aux 3000 rameurs et supporters de l'événement. Ça me fait pitié aussi. Ils ont besoin des sous. Grâce au Hawaii Kinui, ils ont un peu de sous, quoi. C'est ça. Mais là, maintenant, il n'y en a plus. Hawaii Kinui, c'est le plus gros événement de l'année pour les îles sous le vent.
effectivement, c'est un manque gagné donc, pour les îles, parce que c'est la seule animation, je trouve, que dans les îles où donc, ils ont donc, leur recette de l'année pendant la Hawaii Kinui, et ça, c'est clair. Tous les compétiteurs espèrent que Hawaii Kinui se tiendra l'an prochain, autant pour en découdre que pour se revoir. Les commerçants et artisans l'espèrent aussi, afin que les affaires reprennent. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce journal du 1er novembre 2021. Nous vous rappelons, l'information principale de la soirée, évidemment, elle concerne la cérémonie du souvenir, la Toussaint, ce moment intimiste et collectif où les lumières s'allument pour redessiner les visages partis. Il y avait du monde dans les cimetières du pays. Demain, le pays appelle à une minute de silence. Ce sera à 10h30. Le souvenir ému de tous ceux qui nous ont quittés à cause de la Covid-19. Plus de 630 personnes, malheureusement, emportées par la maladie. Les écrans de la première ce soir pour les propositions de fiction. Eh bien, il y aura une série britannique, The Bay, la saison numéro 2. Et puis après, également un téléfilm, et cette fois-ci américain, De la gloire au meurtre avec 2 feuilletons. Restez donc avec nous si vous aimez le suspense. La radio demain matin pour la matinale, le duo de l'info, ce sera Binera et Souliane dès 5h. Journal télévisé en français à 19h. Merci de rester fidèle à la première et que l'espérance continue à éclairer notre mois de novembre. À demain soir. Bonne soirée avec nous. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.